En 1789, une montalbanaise, Olympe de Gouges, rédigea une déclaration des droits de la femme et du citoyen, en préambule de laquelle elle déclarait « La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune. » Formule terriblement prophétique, car quelques mois plus tard, c'est bien sur l'échafaud qu'elle monta, mais sans avoir obtenu que les femmes puissent monter à la tribune. Tant de barbarie, me direz-vous, où sous l'emprise de préjugés ancestraux, les mâles pensaient encore que les femmes n'étaient pas leurs égales en humanité. Tant définitivement révolu, voudrait-on croire. Nul ne pourrait imaginer qu'en France, berceau des droits de l'homme, d'aucuns pourraient aujourd'hui encore dénier à une femme le droit de s'exprimer à l'Assemblée nationale en qualité de députée, voire d'accéder au terriblement mal nommé perchoir, ce promontoire sur lequel se dressent les coqs pour dominer leur basse-cour. Nul n'ose l'imaginer, et pourtant, en cette soirée du 8 octobre 2013, des hautes travées de l'hémicycle, de ce lieu qu'en notre lieu on honorait le poulailler, des côtes-côtes-codec descendirent. Étrange caquettement de poules, puisqu'ils étaient le fait d'un coq dont d'aucuns allèrent jusqu'à dire qu'il était au vin. Plus étrange encore, quand on comprit à qui s'adressaient ces hurlements. À une femme députée dont la seule faute était aux yeux de notre coq d'avoir été élue et d'avoir pris la parole dans ce haut lieu de l'hégémonie masculine qui est encore aujourd'hui le Palais Bourbon. Stupéfaite, la députée s'interrompit et lança l'adresse du coq à Vinet. « Arrêtez, cela suffit. Faut-il que je ne sois considérée que comme une poule ?» Loin de moi l'idée de fustiger au travers de cet incident un parti politique, ni même de m'en tenir à la seule condamnation d'un individu. Peu importe les étiquettes, la couleur des partis, ni même l'individu lui-même. Ce n'est pas non plus l'usage d'une référence animale en tant que telle qui est en cause. Jean de La Fontaine a su en son temps utiliser la fable comme outil de réflexion pour dénoncer l'injustice et l'oppression. L'une de ces fables d'ailleurs, La poule et le renard, nous rappelle qu'à l'image de ce député peu scrupuleux, les renards s'emploient trop souvent à user de leur force pour abuser de celles qu'ils ne considèrent que comme des poules. Mon propos est ailleurs. Que vient en effet nous rappeler cet incident tragicomique, mais malheureusement non isolé de la vie parlementaire. Que les droits ne sont rien s'ils ne sont pas nourris par une culture, par des mœurs. Qui se souvient qu'il y a 40 ans, une femme en jupe pouvait se promener librement dans les rues de Kaboul? Qui se souviendra bientôt que la Russie machiste de Poutine était hier encore une terre pionnière en matière d'égalité sexuelle? Voilà donc la situation sur laquelle je voudrais attirer votre attention. La législation française et internationale en matière d'égalité des sexes est pour ainsi dire achevée. Et pourtant, dans les faits, beaucoup reste à faire. Et une régression en matière d'égalité sexuelle ne semble plus impossible, parce que la bataille des mœurs est loin d'être gagnée. Considérons donc tout d'abord les textes de loi. Dans son article 2, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 précise que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées, sans distinction de sexe, de religion, de couleur. Mais consciente des retards en matière d'égalité sexuelle, l'Assemblée générale de l'ONU a jugé nécessaire d'adopter en 1967 une déclaration sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Ce texte sera rédigé puis ratifié 14 ans plus tard par 20 pays, dont la France. D'ailleurs, cette même année 1981 a été celle de la création du secrétariat d'État à la condition féminine, qui deviendra ministère délégué des droits des femmes. Yvette Roudy espérait alors que son ministère s'autodétruirait rapidement devant l'inutilité de la fonction induite par l'évolution des mœurs. Mais hélas, des textes, des conventions, des ratifications, des mots, des conférences et des ministères. Considérons les faits, regardons les actes. Et puis, tiens, puisque nous sommes partis de l'Assemblée nationale, si nous y retournions, en 1945, la première Assemblée constituante comptait 33 femmes
pour 586 hommes, soit une proportion de 5,6%. Ces chiffres déclineront implacablement et 23 ans plus tard, malgré le souffle égalitaire de mai 68, il n'y aura que 10 femmes pour 487 hommes, soit 2,1%. Il faudra donc attendre 1993 pour que la courbe croisse inexorablement pour atteindre 26,9% en 2012 à la faveur de la loi sur la parité. Presque 27%, quel exploit! Exploit, dites-vous, mais qui ignore que les femmes représentent presque 52% de la population française, une majorité absolue, dirait un constitutionnaliste. Mais malheureusement, la composition de l'Assemblée n'est que le reflet par trop fidèle de la réalité sociale. Faut-il, pour s'en convaincre, rappeler qu'à diplôme et emploi équivalents, les femmes gagnent 25% de moins que les hommes, que les inégalités domestiques sont criantes et que les femmes demeurent soumises à ce que les sociologues appellent le double emploi du temps. Fou un des constats. C'est donc aux causes qu'il faut s'attaquer plutôt que d'en déplorer les effets. Il faut aujourd'hui avoir le courage d'agir sur les mentalités. Il faut dans les familles, dans les crèches, sur les bancs de l'école, du collège, du lycée, de l'université, partout et toujours déconstruire les stéréotypes sexistes. Non pas nier les différences, mais démonter les préjugés qui font obstacle à une stricte équivalence, à une égale dignité, comme le dit l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et il y en a de ces clichés, caricatures, préjugés, qui sont des outils puissants de dévaluation et de discrimination sexiste. Ils conditionnent l'attribution des rôles et des fonctions dans notre société et tendent à maintenir un état de fait dans lequel règne au final la liberté du renard libre dans le poulailler libre. Pour reprendre une célèbre formule de Marx qui dénonçait le caractère illusoire de la liberté dans une société marquée par de puissants mécanismes de domination d'un groupe social sur un autre. On voudrait que ce député caquetant ne soit qu'une aberration. Il est malheureusement, et de manière plus inquiétante, un symptôme. Celui d'une maladie infantile de l'humanité dont nous ne sommes pas tout à fait guéris, le machisme patriarcal. Alors, pour transformer ces stéréotypes sexistes et les utiliser comme outil de lutte contre les discriminations hommes-femmes, il importe donc tous ensemble d'en prendre conscience, de les repérer et de les décoder dans le choix des mots, des thèmes, des images. Non pas principalement pour fustiger les autres et pour tomber dans le politiquement correct, mais pour se réformer d'abord soi-même, que l'on soit homme ou femme. Car ne l'oublions pas, ce sont aussi les femmes qui éduquent les hommes, et la domination repose aussi, comme l'a montré Étienne de la Boétie, sur le consentement du dominé. En 1949, Simone Veil, la philosophe, écrivait « La notion d'obligation prime sur celle de droit qui lui est subordonnée et relative. Un droit n'est pas efficace par lui-même, mais seulement par l'obligation à laquelle il correspond. L'obligation est efficace dès qu'elle est reconnue. Un droit qui n'est reconnu par personne n'est pas grand-chose. » Convenons donc que si les droits des femmes ont été pleinement et justement proclamés, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour que chacun, homme ou femme, les reconnaisse vraiment, c'est-à-dire se sente pleinement le devoir de les respecter. C'est donc à notre génération, parce qu'il n'est jamais trop tôt, mais qu'il peut parfois être trop tard, de reprendre le flambeau des droits des femmes, qui n'est autre que celui des droits de l'homme, des droits de l'être humain, devrais-je plutôt dire. C'est pourquoi je vous exhorte à réfléchir et à agir pour que notre pays, notre monde respecte enfin l'humanité, sans distinction de religion, de couleur, de sexe. Et j'ose, devant vous, faire le rêve qu'un jour, parlant des relations entre les hommes et les femmes, les métaphores animales ne seront plus de mise. Il ne sera plus nécessaire de parler de poules et de renards, puisqu'il n'y aura plus que des êtres humains. Ce jour-là, nous aurons pleinement quitté le monde de la sauvagerie pour celui de la civilisation.